Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode spécial, mon invité est l'un des maîtres du thriller français, Franck Thillier. Moi, j'ai toujours eu le respect du lecteur, c'est-à-dire d'essayer de donner au lecteur les meilleures histoires possibles. D'ordinaire, dans ce podcast, je reçois mes invités en tête-à-tête. Franck Thillier, l'un des maîtres du thriller à la française, avait d'ailleurs été l'un des tout premiers à y participer. Depuis, figurez-vous que le Syndrome E, l'un de ses plus grands succès, est devenu une mini-série diffusée en prime time sur TF1 avec Vincent Elbaz et Jennifer Decker dans les rôles de Charcot et Henbel, ces deux héros récurrents depuis bientôt 20 ans. Alors, pour fêter l'événement, j'ai proposé à Franck de venir rencontrer une poignée de téléspectateurs à la Tour TF1 à Boulogne-Billancourt. Ces téléspectateurs, ce sont aussi des lecteurs assidus puisqu'ils ont participé à un jeu concours basé sur l'univers de ce spécialiste des intrigues sombres, complexes et torturées. C'est drôle parce que c'est tout l'inverse de Franck, un homme simple et chaleureux, passionné par son métier et infiniment reconnaissant auprès de ses fans. Écoutez. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour. On est réunis aujourd'hui pour un épisode spécial du podcast Les gens qui lisent sont plus heureux avec Franck Thillier, qui a été invité du podcast au tout début. Et Franck, c'est un romancier que vous aimez, un auteur de thriller qui marche bien depuis pas mal d'années et qui a eu la chance d'avoir un de ses romans adaptés sur TF1. C'est le Syndrome E. C'est un roman un petit peu clé dans sa carrière. C'est une série en 6 épisodes avec Vincent Elbaz et Jennifer Decker, entre autres. Peut-être, avant de parler de cette série, puis et de plein d'autres sujets dans l'univers de Franck, moi je voudrais lui demander, je sais que Franck il est tout le temps en train d'écrire un livre, et souvent quand on parle avec lui de son nouveau livre, il est déjà en train d'écrire celui d'après. Donc vu que vous êtes des fans, j'ai envie qu'il nous donne un petit scoop pour commencer et qu'il nous dise où il en est de son écriture. Vous en êtes tout, Franck, du prochain roman? Oui, alors déjà, je suis très heureux de partager ce moment avec vous, avec les lecteurs, autour de mes romans et de la série Syndrome E. Alors c'est vrai, oui, je suis toujours en train d'écrire, et il y a toujours un décalage entre le moment de la sortie de mon roman, le moment où je parle du dernier livre, et puis là où j'en suis dans l'écriture. Je suis toujours très avancé, en fait, dans l'écriture du suivant. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'automne de 2022, oui, je suis en train quasiment déjà de terminer le roman suivant, parce que mes romans sortent en mai. Et en général, je les remets à ma maison d'édition. Enfin, je remets le roman suivant à ma maison d'édition vers octobre, novembre. Donc, voilà, je peux très bien en parler. Hein, alors, je vais essayer. C'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. Oui, sans spoiler, on va dire que c'est la suite des aventures, justement, de Franck Charcot et Lucie Henbel, puisque j'écris des romans avec ces personnages-là une fois sur deux, à peu près, tous les 2 ans. La dernière histoire que j'ai écrite, c'était avec Charcot ça se passe en 1991. Le roman s'appelle 1991, où je revenais sur les débuts du personnage. Et là, pour celui qui sortira en 2023, je reviens à notre époque d'aujourd'hui. Donc avec ces héros qu'on avait rencontrés pour la dernière fois à cette époque dans le roman qui s'appelle Lucas, qui est sorti il y a 3 ans, je crois, c'est ça. Et donc là, l'histoire va se passer en novembre 2021. Une nouvelle grosse enquête, toujours, c'est toujours des enquêtes complexes avec ces personnages-là, avec un sujet, on va dire, il y a toujours un fond un peu scientifique dans les sujets, parce que c'est ce que j'aime. Alors je vais quand même vous le révéler, mais je ne veux pas trop pour dire. On va dire que le sujet de ce livre, c'est la mort. Alors c'est très gai. Il y a toujours des morts dans vos livres. Mais c'est pour ça que c'est difficile de dire que c'est un sujet, parce que par essence, dans les romans policiers, ça parle de la mort. Ça débarque souvent avec la découverte d'un corps. Mais là, c'est vraiment le thème que j'ai tiré dans tous les sens, c'est-à-dire la mort au sens scientifique. Qu'est-ce que la mort? Quel est le moment très précis où on peut dire qu'une personne est décédée ou pas?
tous les problèmes d'éthique liés autour de la mort. Il y a toute l'histoire de la perception de la mort vraiment dans les époques, et puis la mort dans l'art aussi, avec les danses macabres. Enfin, vraiment, donc c'est un sujet, c'est le genre de sujet que j'aime bien traiter dans mes livres, parce que c'est passionnant. Et puis évidemment, c'est un sujet qui parle aux policiers, enfin, en tout cas à Charcot Bell, puisqu'ils sont confrontés à cette mort-là dans toutes leurs enquêtes. Donc là, d'autant plus dans ce livre-là. Donc voilà, je prends beaucoup de plaisir à écrire autour de ce sujet. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'écrire dessus. Mais vraiment, ce qui m'avait empêché de me lancer, c'est de me dire, est-ce que c'est pas trop plombant d'écrire un roman policier dont le sujet est la mort? Mais vraiment, ça va être, je pense, passionnant, parce qu'on a plein de choses à apprendre justement sur ce sujet-là. Donc là, c'est quasiment terminé. Oui. Quel pourcentage de l'écriture, du travail, avant de pouvoir le rendre à l'éditeur? Ouais, je suis à 90%. Donc c'est excitant. Je peux vraiment parler parce que je sais que je vais aller au bout. Ouais. Ça y est, j'ai passé les moments les plus compliqués, parce qu'il y a quand on écrit, si on est au début du livre ou si on n'a pas encore passé la moitié, on peut se dire, je ne pourrais pas vous dire si je... Enfin, il y a encore énormément d'incertitudes. Après, là, je suis à un stade où voilà, j'ai tout, et puis là, je suis dans on va dire les dernières lignes droites, et donc j'ai une vision très globale de mon histoire, et je sais qu'elle fonctionne, donc moi j'en suis heureux. Alors qu'en fait, quand on commence un livre, on pense que ça va être une bonne histoire, mais tout reste à faire, alors que là, c'est on va dire les finitions, et donc voilà, avec des sujets de société, des problèmes d'éthique, hein, parce que c'est des sujets autour de qui font bouger pas mal et dont on parle en ce moment. Donc c'est des bons sujets, quoi, en fait. Voilà, c'est surtout ça, donc j'en suis très heureux. Et puis alors, donc il y a Lucie et Charcot. Alors depuis Saint-Dromeux, vous les avez réunis dans les livres. Vous revenez, comme vous l'avez dit, vous faites un roman sur deux, hein, avec eux. Vous les considérez comment, Lucie et Franck, qui a le même prénom que vous? Est-ce que vous vivez un peu avec eux? Est-ce que vous avez besoin de créer un peu le manque avant de les retrouver comme des vieux copains, et que c'est pour ça que vous faites un livre sur deux? Quel rapport vous entretenez avec ces deux personnes? Est-ce que pour vous, ils existent un peu quelque part? Oui, vraiment. Et c'est pas une légende de dire... On dit souvent, les écrivains, est-ce qu'ils sont habités par leurs personnages? Est-ce qu'ils les côtoient un peu comme ça, comme si c'était des vraies personnes? Et c'est d'autant plus vrai quand ce sont des personnages récurrents qu'on retrouve livre après livre. Moi, j'ai créé Franck Charcot il y a 20 ans, quasiment aujourd'hui. Et donc, c'est un personnage qui m'accompagne depuis toutes ces années. Hein. Donc, je me dis, après 20 ans, j'ai quand même passé une partie de ma vie avec ce personnage-là. Lucie Bell, c'est pareil, puisque je l'ai créé. J'ai créé Franck Charcot d'abord, j'ai créé un livre, et puis après, j'ai créé le personnage de Lucie Bell dans Chambre des Morts. Et oui, ce sont des personnages que je connais extrêmement bien. C'est-à-dire que quand je me dis, je vais écrire une histoire avec ces personnages-là, j'ai pas besoin de les créer. Je sais à quoi ils ressemblent, je sais ce qu'ils sont en train de faire, et je connais toute leur psychologie. Donc en fait, la difficulté avec des personnages comme récurrents, c'est pas de les créer, c'est de leur inventer, de leur donner de la matière, d'avoir de la matière en tant que romancier pour pouvoir écrire une histoire. Et ça, c'est vraiment la partie la plus complexe, c'est-à-dire que je parlais du roman qui va venir, d'écrire une nouvelle enquête. Donc il faut créer l'enquête, évidemment, mais il faut aussi qu'il se passe des événements avec ces personnages, souvent dramatiques, ou en tout cas que les lecteurs vont découvrir et vont avoir envie de creuser. Enfin, c'est ça la difficulté, c'est qu'il faut écrire une enquête, une histoire policière, mais il faut aussi écrire une histoire parallèle avec ces personnages-là, parce qu'on lit le livre quand on connaît les personnages, autant pour l'histoire que pour les personnages. Vous les avez fait beaucoup souffrir quand même, hein, Lucie et Franck jusqu'ici. Hein. Oui. Ils n'ont pas droit au bonheur? Bah si, j'essaye quand même. Si. Et ça, sont des choses que j'ai découvertes au fur et à mesure de l'écriture. C'est-à-dire que... et ça, ce sont les lecteurs que vous rencontrez qui vous apprennent à quelque part à faire attention à ce que vous faites avec vos personnages. Ce qui m'a le plus marqué, c'est assez extraordinaire d'ailleurs, c'est de voir l'impact que peuvent avoir des êtres de papier qui n'existent pas, qui n'existent qu'à travers les livres, sur des gens réels. Moi, j'ai eu des lecteurs qui sont venus me voir après avoir lu certains livres et qui étaient à la limite déjà de me disputer, qui étaient en colère, qui étaient bouleversés. Et là, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais en fait, ces êtres que j'ai créés sur
sur du papier sont capables d'agir sur les sentiments des gens. Et donc c'est ça qui m'a fait réfléchir et de me dire, il faut quand même que je pense à ça, que en fait lire un livre, c'est un moment de bonheur. Lire un livre, on a envie de passer un bon moment, même si c'est de l'histoire sombre. Et que donc évidemment il doit se passer des choses tragiques, mais il faut aussi apporter des respirations et puis de l'espoir aussi, un peu de lumière. Et c'est vrai que j'ai eu une période au début notamment où il y avait très peu de lumière. Parce que c'était comme ça que j'imaginais une histoire. Et après je me suis dit mais c'est un peu difficile. On a besoin d'avoir de l'espoir et puis parfois ça se termine quand même très bien. Donc c'est vrai que ces personnages souffrent, mais ils s'en sortent, ils sont toujours là. Ils ont toujours envie d'y retourner et c'est ça qui est important finalement. Alors maintenant qu'il y a Syndrome E sur TF1, est-ce que quand vous écrivez, vous avez Vincent Elbaz et Jennifer Decker dans la tête? Dites franchement. Non. Alors non, parce qu'en fait, moi j'ai vraiment mes personnages depuis le début que j'ai créés. D'ailleurs, en fait c'est très curieux, mais j'ai pas de visage particulier pour Franck Charcot et Lucienne Bell. C'est-à-dire que j'ai ces personnages que je connais par cœur, mais physiquement, je pourrais pas dire c'est Vincent Elbaz ou c'est une autre personne qu'on pourrait reconnaître. J'ai vraiment, par exemple, si on parle de Charcot, j'ai l'image d'un flic qui est assez bourru, qui est assez solitaire, qui ne parle pas beaucoup, qui a une masse comme ça, c'est-à-dire qui impressionne. Et donc je l'imagine quand même large d'épaule, avec son costume. Et évidemment, je connais tout son passé, toute sa psychologie, ça je le connais sur le bout des doigts. Mais c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire il a un visage, je dirais, presque un peu blanc pour moi, quoi. Et c'est pas le plus important. Par contre, je dirais que quand j'ai vu Vincent Elbaz et Jennifer Decker qui allaient incarner ce personnage, ça s'est parfaitement glissé sur ces visages un peu sans forme, et ça a collé parfaitement. Donc là, ça a fonctionné dans ce sens-là. Mais là, j'écris mon prochain Charcot and Bell, et ça reste les personnages que j'ai créés. Il n'y a pas d'influence directe, même si ça peut me donner des idées de les voir aussi, de les voir dans la série interpréter Franck Charcot, Lucienne Bell. Ça peut me donner des idées aussi, de dire tiens, ça c'était vraiment pas mal dans la série, je pourrais m'en servir. Mais ça ne change pas vraiment la trajectoire de ces personnages. En tout cas. Quelle implication avez-vous eu dans l'adaptation de Syndrome E? Et par exemple, le choix de Vincent Elbaz et Jennifer Decker, quand les producteurs sont venus vous voir et vous ont dit ça va être eux, je pense notamment à Vincent Elbaz, qui a fait quand même... Beaucoup de gens disent que c'est un acteur comique parce que La vérité si je mens, mais il a aussi fait des polars, mais c'est pas pour ça qu'on le connaît le plus. Oui. Comment est-ce que vous avez réagi? Est-ce que vous êtes tombé de votre chaise? Non, en fait, si on parle de Vincent Elbaz, la première réaction, c'était la surprise quand on m'a dit c'est Vincent Elbaz qui va interpréter. La surprise, parce qu'effectivement, j'avais cette image plutôt solaire, en fait, de Vincent Elbaz, avec justement en restant sur des films plus anciens, comme La vérité si je mens. Et donc, j'avais cette image-là, et je me suis dit, mais en fait, Vincent Elbaz, à quoi il ressemble aujourd'hui? C'est-à-dire au moment où la série va paraître. Et donc, je suis allé sur Internet, et puis j'ai regardé les photos plus récentes. Je dis, quand même, c'est pas mal, ça pourrait coller, en fait. Et quand je l'ai vu ensuite, ça a été l'étape, je dirais presque en même temps. C'est-à-dire, on m'a dit, regarde, il va ressembler à ça. Tu as les photos d'Internet, mais nous, on te donne les photos de Vincent Elbaz maintenant. Les traits qu'il a pris pour incarner Franck Charcot. Donc, et quand j'ai vu le cliché, je me suis dit, ça a vraiment bien fonctionné, parce que, si vous regardez sur Internet, Vincent Elbaz, avant Charcot, il pouvait avoir les cheveux longs. Alors que là, il s'était fait une brosse, mais vraiment comme dans le livre, et c'est ce qu'il explique lui-même, c'est-à-dire, en fait, pour incarner ce personnage, il a utilisé la matière que moi-même je nourris du personnage pour se glisser dedans. Et c'est ce qu'il m'a dit, d'ailleurs. Il m'a dit, je parlais tout à l'heure où j'avais pas vraiment de description physique très précise du personnage, alors que vous avez des auteurs qui, pendant 3 pages, vont décrire leur personnage très précisément. Il m'a dit, en fait, j'ai dû aller puiser dans tel ou tel livre des informations sur le personnage, parce que moi-même, je n'en donnais pas beaucoup. Donc, un peu, le visage abîmé, les cicatrices, le regard toujours très sombre, le personnage qui est très économe de ses mots, tout ça. Donc il a puisé dans les livres pour... et donc ça a bien fonctionné. Et puis pour parler de Lucienne Bell et de Jennifer Decker, que je connaissais moins, c'est une actrice de la comédie française, ça a matché tout de suite aussi. J'ai trouvé déjà physiquement, ça correspondait bien à Lucienne Bell. Et puis après, quand je l'ai vu, son jeu d'actrice, j'ai été séduit par son implication
Donc ça a bien... Il n'y a pas eu l'effet de me dire, mais c'est quoi ce casting en fait, ça a vraiment bien collé, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question sur Syndrome? Allez-y, prenez le micro. Ah bon. Moi, c'est Guy. Alors, j'ai commencé à regarder l'adaptation. Et après, ça n'a pas matché tout de suite. Parce que quand je lis un livre, je m'imagine, moi, les personnages. Je m'imagine leur tête. C'est-à-dire que quand il y a Charcot et Lucie, je suis avec eux. C'est-à-dire que je suis derrière eux, ils font leur enquête, mais je regarde au-dessus, je regarde ce qu'ils font, j'ai envie de leur dire des fois, et puis ça m'arrive même de leur dire, mais non, on fait pas comme ça. Donc je me suis dit, je vais attendre que les 6 épisodes passent pour regarder, parce qu'il y a certaines similitudes qui ont été adaptées différemment à l'écran que dans le livre, qui, à mon avis, je l'ai pas vu tout entier, puisque j'ai arrêté, je dis je verrai après. À mon avis, brise moins Charcot, malgré qu'il est brisé par la disparition de sa fille et de sa femme, mais les circonstances sont totalement différentes. Donc, je pense que dans ce qu'il a vécu, parce que pour moi, il existe. Il existe. Ce qu'il a vécu dans le livre, on peut pas s'en remettre. Lui, il s'en remet, il va au-delà, il se bat pour ça. Et donc, c'est pour ça que j'attends pour voir plutôt la série en entier. Franck, justement, sur ça, Mathieu Missoff, qui a adapté le roman, avec votre autorisation, il a pris des libertés avec l'intrigue, mais aussi déjà avec les personnages, avec leur background. Jusqu'où vous lui avez laissé carte blanche? Est-ce qu'à un moment donné, vous lui avez dit « Attends, ne va pas jusque-là, fais ci, fais ça ». Comment est-ce que vous avez travaillé, comment est-ce que vous avez accepté certaines choses et pas d'autres? Oui. Alors, moi, il y a quelque chose qui peut faciliter le travail du scénariste, c'est que je suis moi-même scénariste. C'est-à-dire que j'ai écrit pour la télé, j'ai créé avec Nico Takian la série Alex Hugo, dont le premier épisode, en fait, est l'adaptation déjà d'un roman américain qui s'appelle La mort et la belle vie, d'un auteur qui s'appelait, parce qu'il est décédé, Richard Hugo. Et donc, je sais ce qu'est une adaptation, et je sais qu'on ne peut pas, quand on doit adapter un livre, on ne peut pas prendre un livre, les chapitres les uns derrière les autres, et dire, voilà, le chapitre 1, je vais faire une scène, le chapitre 2, je vais faire une scène. En fait, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est quelque chose dont j'avais conscience. Par rapport au Syndrome, donc de ce fait-là, je savais évidemment qu'il y allait avoir un travail d'adaptation, parce que, par exemple, dans le livre, il y a des scènes où les personnages, pendant un chapitre complet, pensent dans leur tête, en essayant d'imaginer, font un profil psychologique du tueur, par exemple, en disant, bah, tiens, ça doit être... Mais ça, on ne peut pas à la télé faire ça, rentrer dans la télé des personnages, il faut des mouvements et des dialogues, tout ça. Donc je savais qu'il allait avoir forcément des changements. Moi, il y avait 2 choses importantes auxquelles je tenais vraiment pour l'adaptation, c'était de respecter, de retrouver l'univers de mes livres, qui est un univers sombre, complexe, sans concession, justement avec une certaine obscurité qu'on retrouve d'ailleurs à l'image, en fait. Donc de ne pas adoucir ça, en tout cas le moins possible, de ne pas l'aseptiser. Et puis les personnages, en fait, c'est-à-dire de retrouver cette brisure des personnages de Franck Charcot et Lucienne Bell, qui sont chacun de manière différente, des personnages qui sont abîmés, cabossés, qui ont un passé qui est collé à leur peau et qui leur empêche d'avoir une vie épanouie et comme tout le monde. Et donc voilà, en fait, c'était vraiment les 2 éléments. Alors évidemment, après, il y a l'histoire, mais ça, on se dit, l'histoire, elle va quand même... Enfin, quand on prend une adaptation, c'est aussi pour l'histoire qu'elle raconte. Voilà, c'était mes critères importants. Après, par exemple, je donne un exemple qui est quand même très, très parlant. C'est que, et ça, c'est quelque chose qui remonte beaucoup des lecteurs qui ont vu l'adaptation, c'est que dans le livre, par exemple, le Syndrome, Lucienne Bell est maman de jumelles. Elle a des jumelles. Et quand on lit les différents livres, ça a une importance parce que il se passe des choses, en fait. Et si ça n'avait pas été des jumelles, ça n'aurait pas pu se passer tel que les lecteurs l'ont découvert dans les livres suivants. Et dans l'adaptation, elle a un fils. Et ça, les lecteurs, ils se disent, ils ont du mal à comprendre, mais ils se disent, mais pourquoi
Pourquoi ils n'ont pas pris des jumelles dans l'adaptation? Pourquoi on ne reproduit pas Alors déjà, il y a deux choses, c'est-à-dire en termes de purement techniquement, déjà, de fait d'avoir des enfants jumeaux quand on est producteur, c'est très compliqué. Et même à l'écran, de retrouver des jumeaux, il faut filmer l'un et l'autre, etc. Et puis en fait, quand on regarde la série, si on n'a pas lu les livres, quand on regarde la série, on a une mère qui s'appelle Lucienne Bell, qui est en difficulté avec son enfant parce qu'elle a un métier de policier qui fait qu'elle n'est jamais là, elle travaille la nuit. Et donc, en fait, les difficultés qu'elle retrouve face à son fils dans la série sont, je dirais, presque les mêmes qu'elle ait un fils ou des jumeaux, en fait. C'est-à-dire qu'on comprend sa difficulté de mère. Donc, il n'y a pas eu la nécessité, dans la série, de dire, bah tiens, on va lui mettre des jumeaux parce que c'est comme ça dans le livre. Ça enlève, en fait, un ressort dramatique qu'on retrouve dans les livres, dans Gattaca. Mais en fait, quand on réfléchit à des séries pour la télé, on ne pense pas déjà... En fait, c'est un des ressorts du livre Gattaca, mais on se dit, bon, bah, tant pis, on n'aura pas ce ressort-là plus tard. Si on fait une série suivante, si on fait une saison 2, 3, mais c'est pas grave, parce qu'il y aura autre chose à raconter. Donc voilà, ça fait partie des différences qui, mais comme vous dites très bien, Guy, qui peuvent perturber. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites une image, vous lisez le livre et vous avez un univers qui se crée, qui est le vôtre, qui est votre vision des personnages, votre vision d'une histoire. Et en fait, vous avez cette liberté-là. Et en fait, quand vous regardez une série, on vous impose des choses qui vont heurter en fait votre imaginaire, l'imaginaire que vous êtes créé. Et donc, il y a quelque chose comme un mur, deux voitures qui se rencontrent. Et en fait, ça passe pas, en fait. Parce que quelque part, il y a cette brisure de votre imaginaire. Et donc, vous n'arrivez pas, en fait, à surpasser ça pour vous dire, bah, c'est pas grave, je vais quand même m'intéresser. Parce qu'en fait, votre imaginaire est plus fort que, finalement, les images que vous voyez arriver de la série. Donc ça, je peux comprendre aussi. Ça, c'est toujours la difficulté des adaptations. Il faut, quand on est lecteur, réussir à faire abstraction de ce qu'on a lu pour pouvoir profiter pleinement de l'adaptation. Mais faire cet exercice-là, c'est quasiment impossible. Puisqu'en fait, une histoire, elle fait partie de nous. Quand on l'a lu, on ne peut pas dire à notre cerveau, allez, on l'oublie, ça ressurgit toujours. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que ça intéresse. Il y a les personnages qui changent un peu, en tout cas dans leur background. Il y a un truc qui ne change pas, c'est tout un travail de recherche que je pense que vous avez fait à l'époque sur la manipulation du cerveau et la capacité pour des images de susciter la violence chez l'individu. C'est une des particularités de vos romans, c'est qu'il n'y a jamais de fantastique aussi horrible et parfois même gore que puissent être certaines scènes. Tout est possible, en fait. Tout est basé sur des... Sur quoi vous avez enquêté à l'époque pour créer Syndrome E? Oui, c'est vrai que les romans, j'essaie toujours de trouver des sujets qui nous touchent profondément, c'est-à-dire qui touchent le fait, les humains qu'on est, avec des thèmes qui sont au fond de nous-mêmes, comme la violence, la mémoire, le fonctionnement du cerveau, les maladies mentales. Tout ça, c'est vraiment des sujets qui m'intéressent. Et donc, je suis toujours en recherche de ça. Le Syndrome E, c'est très étrange. Ça part de 2 lignes. Un coup. Je cherchais des idées pour écrire ce livre. Et un jour, je tombe sur vraiment 2 lignes qui ont été posées par un grand neuropsychologue américain, Monsieur Fried, qui fait l'hypothèse, il appelle ça le syndrome E, qui fait l'hypothèse de dire, quand on est dans un groupe, le fait de voir des gens exercer de la violence devant soi va nous pousser nous-mêmes, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau qui va nous pousser à accomplir ces actes violents-là. C'est un peu de cette manière-là qui pouvait expliquer les génocides, c'est-à-dire au Rwanda, par exemple, quand c'est Tutsi, une des communautés a massacré l'autre, il y a eu des pères de famille, on ne comprenait pas parce qu'il y a eu des pères de famille qui d'un seul coup ont pris une hache et sont allés massacrer des gens qui étaient de la même nationalité qu'eux. Parce qu'en fait, ils étaient pris dans... Le fait de vivre dans un environnement violent et d'avoir la violence partout autour de soi a modifié physiquement quelque chose dans leur cerveau qui les a rendus violents. Donc c'est vraiment une hypothèse qui a été faite et je me suis dit, mais ce sujet-là, il est incroyable. Et c'est ce qui m'a donné l'idée, vraiment le fond de cette histoire de syndrome E, de se dire peut-être qu'il y a des gens mal intentionnés qui pourraient profiter de ça pour créer des êtres violents qui pourraient être utilisés évidemment à des fins qu'on peut imaginer.
Et voilà, donc j'ai brodé toute cette histoire autour de ces 2 lignes qui définissent ce fameux syndrome E. Et E comme en fait Evil, le mal, quoi, le diable, c'est un peu ça le truc. Qui a envie de prendre le micro ? Bonjour, moi c'est Laetitia. Donc j'avais une petite question justement par rapport à Syndrome E. Vous avez, j'imagine, regardé la série en entier. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et j'ai une deuxième question. Est-ce que les suites sont prévues derrière ? Oui. Moi, écoutez, j'ai vraiment beaucoup aimé la série. Alors, je répète, je suis parti du fait que j'ai réussi à me détacher de mon propre livre dès le début, et que j'étais évidemment conscient qu'il allait y avoir des différences. J'avais lu les textes, les scénarios qui étaient vraiment très très bien. Quand j'ai lu les scénarios, je me suis dit, j'espère qu'on va réussir à les mettre en image pour que cette matière qui est dans le scénario puisse se transformer en une série qu'on va regarder. Et oui, non, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je trouve que c'est une série ambitieuse, complexe, qui va au bout des choses, qui aborde des sujets scientifiques de société qui sont ceux dans lesquels on vit aujourd'hui, avec des personnages borderline, mais comme dans les livres. Donc c'est ce qui m'a plu. Et puis qui est belle, quoi. Enfin, je veux dire, cinématographiquement, avec les traits, il y a une vraie esthétique, avec des couleurs un peu froides, comme ça, qu'on retrouve tout au long, avec des plans soignés. Donc, moi, j'apprécie tout ça quand je regarde une série, et c'est vrai que j'ai cette chance d'aimer l'adaptation de mes romans. Oui, alors après, effectivement, il y a les suites, c'est la production, la chaîne qui décide de ça et qui à l'avenir, mais en tout cas, il y a de la matière, c'est-à-dire que c'est ce qui est génial aussi, c'est ce qui fait que cette série aussi, le livre s'est transformé en série, c'est-à-dire que il y a tout un tas de saisons possibles et de déclinaisons possibles avec des personnages qu'on va retrouver. Donc ça, on va croiser les doigts pour qu'il y ait d'autres saisons, mais oui, moi je suis très heureux, et puis ça fait plaisir de... Vous savez, moi j'invente une histoire, et ma manière de la raconter, c'est l'écriture, en fait. C'est-à-dire que j'utilise l'écriture pour la faire exister. Mais en fait, cette histoire-là, elle peut exister de différentes façons. Et moi, quand on me dit, quand un producteur me dit, ton histoire, qui est celle que tu as créée, on va en faire un film ou une série, je suis très heureux, parce qu'en fait, c'est cette histoire-là qui continue à exister. Ou une BD aussi, par exemple, parce qu'il y a aussi des BD du syndrome E. Il y a la BD. Et donc, moi, je suis très heureux, parce que c'est cette histoire que j'ai créée, qui existe par différents médias, avec des variations possibles. Et je trouve que c'est bien aussi quand, finalement, la BD est différente encore du livre, est différente de la série. Donc, il y a des variations comme ça qui sont intéressantes, qu'on peut apprécier, ou qu'on peut, quand on est lecteur, ce que je comprends parfaitement, rejeter, parce qu'elles sont trop différentes justement de l'image qu'on a de l'univers qu'on s'est créé, son petit univers intérieur, en fait. Franck, je voudrais que tout le monde, qu'on profite de vous avoir là pour en savoir un petit peu plus sur vous, l'écrivain mystérieux qui travaille comme ça toute l'année, parce que j'ai l'impression que vous n'arrêtez jamais d'écrire. Je peux vous poser une question que peut-être on ne vous pose plus, on va peut-être poser au tout début, mais c'est peut-être pas un hasard si ce personnage s'appelle Franck comme vous, non ? Est-ce que, alors malgré tous les trucs glauques qui lui arrivent, est-ce que c'est le flic que vous auriez aimé être, Charcot, d'une certaine manière ? Non, parce qu'il est quand même très... sa vie n'est pas simple. Non, alors... mais c'est vrai qu'il y a toujours une part de soi de l'auteur dans les livres et dans les personnages, soit volontaire, soit c'est vraiment quelque chose qu'on dit, qu'on assume, et on dit, voilà, je veux mettre une partie de mon caractère dans tel personnage. Moi, la chose simple du prénom, effectivement, je me suis dit à l'époque, tiens, j'étais peut-être un peu narcissique, je me suis dit, tiens, ce personnage, je vais l'appeler Franck aussi. Ou alors j'étais en manque d'imagination. Stephen King n'a pas fait 36 personnages qui s'appellent Stephen. Hein. Oui, non, mais c'est vrai, je pense que j'étais... En fait, la vraie histoire de pourquoi Franck Charcot, c'est que... En fait, je voulais que l'identité du personnage colle avec le caractère du personnage, et avec l'image que j'avais du personnage. Et pour moi, Charcot, c'était quelqu'un d'assez sec, justement, dans ses propos, voilà, qui est massif comme ça, mais qu'on va essayer d'éviter, quoi, parce que tellement il en impose. Donc je voulais que son identité soit un peu dure. Et donc quelque chose d'assez monosyllabique. Franck, c'est un prénom, il y a beaucoup de consonnes, ça accroche un peu la langue. Et puis Charcot, évidemment,
le shark, le requin, le prédateur, c'est-à-dire le flic qui ne lâche jamais ses proies et qui va aller au bout, quitte à, je dirais entre guillemets, à en crever, mais qui lâchera jamais rien. Donc, et Lucie Hennebelle, l'opposé de Franck Charcot, c'est quelque chose. Lucie Hennebelle, c'est beaucoup plus rond, plus lumineux, on va dire, parce que elle dégage quand même cette lumière, même si au fond d'elle-même, c'est un personnage très sombre également. Des questions sur... ouais, tout de suite. Moi, c'est Delphine. Donc, du coup, qu'est-ce que vous auriez pu faire comme métier si vous n'étiez pas devenu écrivain ? Policier ou autre chose ? Alors, moi, j'étais ingénieur à la base. J'étais ingénieur dans l'informatique. Mais ce qui est génial quand on écrit des romans, c'est on fait des petits morceaux de métier, en fait. C'est-à-dire d'aller... parce que moi, il y a toujours une partie... un peu enquête, ou au moment de la documentation, ou quand je crée des personnages, ou avec des sujets que je traite, je vais aller voir des spécialistes. Et donc, je découvre des métiers qui sont géniaux. Et je me dis, mais c'est génial, parce que je peux, pendant un mois ou deux, rester un petit peu avec des policiers, et puis voir un peu ce qu'ils font. Mais en même temps, je me dis, je ne suis pas prisonnier de ce métier-là, parce que ça m'intéresse de moi. Puis je me dis, ils voient quand même des choses, c'est un métier compliqué, tout ça. Donc, hop, je vais ailleurs. Donc, je fais un peu, quand on est écrivain, on fait un peu un petit peu par petits morceaux tous les métiers. Donc, c'est justement un métier génial d'écrire. Parce qu'il y a cette partie d'aller rencontrer des gens qui sont formidables. Après, c'est vrai que le métier c'est pas le métier de policier en lui-même qui m'intéresse, c'est cette fascination qu'on peut avoir d'essayer de comprendre comment des êtres humains sont capables d'accomplir des actes parfois abominables, et de dire, qu'est-ce qui s'est passé et comment... d'essayer de comprendre ça, en fait. C'est cette partie-là, mais c'est la partie, je dirais, la plus intéressante et qui intéresse vraiment les policiers, la partie d'enquête et de comprendre ça. Mais quand on regarde le métier de policier, c'est pas ça tout le temps, ça c'est 10% ou 20%. Après, le reste, c'est de la paperasse, c'est de sortir dans la rue, et puis il y a des parties beaucoup moins séduisantes dans tous ces métiers-là. Mais nous, en fait, dans les romans, en tout cas, moi, dans les miens, je garde que cette partie plutôt séduisante, parce que c'est comme ça que j'écris. Après, il y a d'autres écrivains qui vont écrire du roman noir, qui, eux, vont justement garder la partie la moins glamour pour montrer... Quand je dis glamour, on parle de scène de crime, donc c'est pas très glamour. Mais en tout cas, pour montrer que c'est aussi la vie, c'est aussi tout le reste. C'est pour ça que c'est ce qui est assez fascinant dans les polars, de manière générale. C'est-à-dire qu'on en apprend beaucoup. On en apprend beaucoup sur le monde dans lequel on vit, et qu'il y a des polars comme le Syndrome E qui sont plus d'aller dans les profondeurs humaines, de voir jusqu'où les humains sont capables d'aller. Et puis il y a les romans noirs qui vont se plonger plutôt dans le quotidien des flics avec des petites affaires qui peuvent se passer en campagne ou ailleurs, qui ne sont pas moins terribles, mais qui existent quand même. Et qui, chaque polar, chaque lecteur peut trouver le polar qui lui correspond. C'est ça qui est intéressant avec ce genre-là, en fait. Moi, j'ai encore une petite question à vous poser. C'est comment vous faites ? Comment vous êtes devenu le numéro 1 ? Le pape, l'empereur. Merci. Non, mais parce que j'ai lu Stephen King, j'ai lu Minier, j'ai lu... mais vous êtes au-dessus, quoi. Ouais. Et comment dans votre esprit... Bon, vous n'avez pas cherché la compétition, ça, je pense pas. Mais comment vous en êtes venu à être aussi génial, je vais dire, dans ce que vous écrivez ? Non, en fait... je pense pas qu'il y ait de secret. En fait, le truc, c'est de raconter des histoires, et à un moment donné, ces histoires entrent en résonance avec des lecteurs. Et parfois, elles vont entrer en résonance avec beaucoup de lecteurs. Alors ça, comment l'expliquer ? C'est jamais simple, pourquoi un roman qui peut être génial va trouver très peu de lecteurs, et puis un roman moins bon va parler à tout le monde, et puis tout le monde va le lire. Il y a quelque chose d'important dans l'écriture, moi j'ai toujours eu le respect du lecteur, c'est-à-dire d'essayer de donner au lecteur les meilleures histoires possibles, même après 20 ans d'écriture. Parce que je dois tout au lecteur, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire, moi j'étais ingénieur en informatique, et je me suis dit, mais j'adorerais raconter des histoires comme Stephen King, et toucher les gens, et leur faire peur, et puis leur procurer des émotions.
Donc je me suis mis à écrire dans mon coin. Et puis un jour, j'ai eu la chance d'être publié. Ça n'a pas été facile. C'est jamais facile d'être publié. Et puis l'histoire que j'ai racontée, en fait, elle parlait aux gens. Mais ça, je ne le savais pas. C'est parce que moi, j'ai écrit cette histoire avec mes tripes, avec ce que je connaissais. J'habite le nord de la France, donc avec des gens que je connaissais, avec des lieux que je connaissais. Et il se trouve qu'en fait, ces lieux-là et ces gens-là, les gens se sont retrouvés à travers ces personnages qui étaient très réels, parfois très simples, parfois qui avaient des problèmes, comme tout le monde. Et c'est ça qui a parlé aux gens et qui fait que les romans sont devenus, je dirais, populaires, parce que le mot populaire, dans le sens, moi, je trouve, noble du terme, c'est-à-dire des livres qui entrent en résonance avec ce qu'on a envie de lire à un moment donné. Après, c'est vrai que j'ai mon esprit d'ingénieur, c'est-à-dire un esprit qui aime les choses complexes, qui aime les puzzles, les casse-têtes. Et donc, j'aime mettre ça dans mes livres. Et donc, je sais que les lecteurs aiment ça, parce que les lecteurs aiment enquêter quand ils lisent ce genre d'histoire. Et je sais, et ça vient aussi avec l'expérience, ce qui va déclencher une envie à un lecteur de continuer à lire. C'est une forme d'addiction dans la lecture, une bonne drogue, de mettre le bon élément au bon moment pour que le lecteur ait envie de continuer. Mais ça, c'est des choses qu'on apprend avec justement les retours des lecteurs. C'est un peu le syndrome T, non ? Le syndrome Tilly, oui, pour rendre les lecteurs addicts, c'est ça ? Mais c'est ça. Donc il y a parce que il y a, je dirais, 80% de travail là-dedans, peut-être 10% de trouver les idées, quand même d'avoir la capacité de raconter des histoires, mais ça reste avant tout du travail. Et puis après, 10% de savoir mettre les bons éléments aux bons endroits, mais il y a l'histoire et puis il y a les personnages. C'est ça qui est important. C'est ce qui nous fait revenir vers les séries, vers les livres, ce sont surtout les personnages. Des personnages qu'on a envie de retrouver, qui nous manquent quand ils ne sont pas là et dont on sait qu'on va passer un super moment avec, quoi. Oui, mais dans d'autres livres, je pense que Syndrome E, je pense à Rêver. Ah là, vous êtes trop fort, là. Je lis le livre, je tourne les pages, j'arrive au chapitre 56, je le lis, je passe au chapitre 58 sans avoir vu que j'avais loupé le chapitre 57. Et pour retrouver le chapitre 57, faut se remémorer ces fameux numéros pour arriver à le retrouver et le scanner. Vous avez un plan, Franck, à la maison, un tableau sur le mur avec les chapitres pour pas vous y perdre ? Ouais. Ou ça vous arrive de vous perdre vous-même un peu ? Ouais, mais toujours. Mais j'avais des plans sur les murs au début, dans les années 2000. Maintenant, étant ingénieur informatique, j'utilise quand même des... En fait, mais le papier, il n'y a rien de tel, hein, c'est-à-dire les post-it, et puis de bouger un peu les trucs comme ça. Moi, j'utilise ce qu'on appelle des cartes mentales, mais ça, c'est un truc un peu informatique. C'est-à-dire, c'est un peu c'est un outil qui permet de créer un peu un arbre en disant, voilà, je crée une case personnage, et puis... je veux pouvoir mettre une photo du personnage tel que je l'imagine, une case où je peux décrire un peu qui il est, décrire sa personnalité, et puis une case dans mon livre avec des lieux, tiens, le lieu, ça va se passer là, puis je mets des photos. Ça permet d'avoir quelque chose d'assez visuel, d'imaginer les lieux. Évidemment, ça n'écrit rien du tout, c'est juste quelque chose dans l'organisation. C'est sur ordinateur ? Ouais, ça s'appelle le mind mapping. Mais même les enfants en CM2, dans les classes primaires, ils commencent à utiliser ça aujourd'hui, plutôt que d'apprendre, par exemple, dans les livres d'histoire, qui étaient Louis XIV, et puis d'apprendre ligne après ligne des choses qui sont... d'avoir des visuels, des photos, des dates, et comme ça, à travers une arborescence, où on retient beaucoup plus facilement les choses, en fait. On retient les mêmes informations, mais ça se stocke plus facilement dans le cerveau. Et donc j'ai un peu ça dans mes livres, c'est-à-dire en fait c'est les post-it sur le mur, hein, mais sur l'écran. Je vous vois un petit peu comme Tom Cruise dans Minority Report, oui, en train de déplacer les écrans. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Et quand on clique, ça peut ouvrir des documents Word ou sur Internet, ou avec de la doc, hein, parce que moi j'ai beaucoup de doc. Et entre le moment où, par exemple, je rassemble la doc ou le moment où j'ai besoin de l'utiliser, parce que j'écris la page 100 dans mon livre, tiens, j'ai un chirurgien du cœur, mais comment ça fonctionne déjà ? Je ne sais plus où est la doc. Avant, je ne savais plus. Et là, avec ça, je mets les liens dès le début, comme ça, quand je clique dessus, ça ouvre le document au moment où j'en ai besoin. Et donc voilà, ça aide. L'écriture est toujours aussi complexe des livres, mais en tout cas, ça me facilite un peu le travail dans cette partie
conception de l'histoire, en fait. Qui n'a pas pris la parole? Bonjour, moi c'est Valentin. Alors j'ai également une question sur la construction de vos romans. Est-ce que vous avez une idée précise de la fin du roman ou je sais pas de processus clés qui vont se passer dans le roman, ou est-ce que des fois vous écrivez et puis à un moment vous dites bon bah finalement j'oublie cette idée pour continuer vers une autre fin, ou est-ce que vous avez des idées précises ou est-ce que vous faites évoluer au final le roman au fur et à mesure de l'écriture? Il y a un peu des deux, c'est-à-dire que j'essaie d'avoir un squelette en fait de mon histoire, des étapes clés voilà qui sont importantes avec un début et puis quelque chose qui va permettre de faire avancer l'enquête. Là, il va se passer quelque chose avec les personnages. Là, ils vont découvrir un indice qui va mener à tel personnage. Donc, j'essaye d'avoir une architecture comme ça pour imaginer l'avancée du livre dans ma tête. Et après, avant de commencer à écrire, plus on essaye d'aller loin, plus c'est compliqué. Donc, à un moment donné, ça devient flou. Donc, je me dis, bon, mais on sent qu'on peut commencer à écrire. Par contre, ça devient flou. Il y a une partie qui devient toujours floue. Et la fin reste floue, mais par contre, la fin, je la connais sans connaître exactement comment elle va se dérouler, comment elle va être écrite. Quand je dis que je connais la fin, ça veut dire que je connais le but de mon livre et ce que je dois révéler dans mon livre. Le syndrome E, par exemple, c'est autour des manipulations mentales, du cerveau, il y a des gens qui disparaissent, et je sais en tout cas à la fin que, on se doute qu'il y a un grand méchant derrière, parce que dans les romans policiers, il y a toujours un méchant. Non, mais je ne vais rien révéler, hein, mais je sais pourquoi ce méchant existe et pourquoi il fait ça, en fait. C'est ça. Et je sais qu'à la fin, il va falloir à un moment donné soit l'attraper, soit le voir pour qu'il puisse révéler justement ces éléments-là. Mais par contre, je ne sais pas comment, ou précisément, qui le fera, à quel moment. Donc voilà, ça me suffit. Et à un moment donné, je me mets à écrire, et puis c'est un peu comme... et à suivre un peu ces points qui vont me mener à la fin. Et évidemment, ça diverge toujours de ce qu'on imagine. C'est-à-dire que vous avez la course du Vendée Globe, vous partez avec votre bateau, vous savez où vous voulez aller, mais ça, c'est la trajectoire idéale. Et après, pendant la course, vous allez casser votre mât, il y a les vents qui vont vous pousser carrément à l'opposé, alors vous allez essayer de revenir. C'est toujours ce qui se passe dans l'écriture. On part par là, on revient. Puis en face de vous, il y a une grosse tempête qui est là, et vous dites, soit je la traverse, mais je prends le risque de tout planter, ou alors je la contourne, mais je perds 3 jours, mais ça marchera, au moins j'arriverai... Et en fait, vous êtes en permanence confronté à ça, dans l'écriture. Et donc, mais en fait, à la fin, vous y arrivez, mais il faut se laisser aussi guider dans l'écriture. C'est la magie, justement, d'écrire des personnages qui se rencontrent et qui vous emmènent un peu... Il faut vraiment les suivre dans ce moment-là, et puis, mais toujours en essayant de les ramener quand même vers ce plan que vous êtes fixé au début. Franck, est-ce que ça vous arrive de vous faire peur en vous relisant? Parce que nous, quand on lit vos livres, il y a des moments où on est effrayé, on est mal à l'aise, on peut pas être dégoûté par certaines choses. Enfin, il y a des sensations fortes. Est-ce que vous les ressentez aussi en écrivant? Et quand j'y ressens, je me dis c'est génial, c'est que ça marche. Oui. Et des fois, je sais que ça va faire peur au lecteur, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui fondamentalement font peur aux gens. Par exemple, dans 1991, il y a une scène que j'ai adoré écrire, qui à un moment donné, Charcot et son collègue vont chez un type qui élève des insectes, en fait. Et je savais qu'ils allaient découvrir dans des aquariums, des vivariums, des araignées, des serpents, tout ça. Ça aurait pu être ça, c'est-à-dire ils rentrent chez le type, ils découvrent ces insectes et ils se disent « oui, c'est lui », parce qu'il fallait qu'ils découvrent ces éléments-là pour être sûr que c'était lui. Et mais c'était trop simple, ça ne pouvait pas se passer comme ça pour moi. Et donc, quand ils rentrent dans cette maison, parce qu'il n'est pas là, le type, donc il rentre quand même, il y a plein de feuilles de papier journal au sol, mais vraiment des épaisseurs incroyables. Donc ils disent, mais c'est quoi ce truc, quoi? Donc ils marchent là-dessus. Ils arrivent tout au fond de la maison, très sombre. Il y a des éclairages verts comme ça. Ils trouvent les vivariums. Ils disent, ah ouais, mais voilà, ça y est, tout est là. Et en fait, il y a Charcot qui regarde dans un vivarium. Il dit, mais ce vivarium, il est vide, c'est bizarre. Et il dit, t'as déjà entendu parler d'un mamba noir? Et là, tu dis, mais ouais, c'est ça parle le plus dangereux du monde, c'est ça? Et là, Charcot, il dit, mais la vitre est ouverte, en fait. Et donc, en fait, ils comprennent que le serpent, il est sous les papiers journaux qui sont obligés de retraverser pour sortir. Parce qu'en plus, ça bouge. Et là, j'imagine le lecteur, je me dis, mais ça va marcher, parce qu'en fait, bon, déjà, 90% des gens ont peur des serpents. Mais même si on n'a pas peur du serpent, on se dit, mais ils vont se faire mordre, quoi. En fait, il y en a un des deux qui va se faire
Et puis c'était génial parce qu'en fait, le flic plus ancien qui n'arrête pas d'être devant Charcot, de dire petit, ça va aller, tu vas voir. Bah là, en fait, il est tétanisé, donc il pousse Charcot devant, il dit vas-y, passe devant. Donc voilà, ça, c'est des choses dont on sait que ça va fonctionner. Une scène qui aurait pu être complètement normale, en fait, bah ça, c'est toute l'imagination qui fait qu'on la rend vraiment aussi attrayante et on sait que ça marche, quoi. Voilà. J'ai une idée de diversification pour vous, Franck. Vous pourriez créer des escape games, non? Non? Oui, moi, je suis fasciné par ça. Mais d'ailleurs, il y a question aussi d'escape game, c'est-à-dire, encore une fois, dans 1991, mais dans pas mal de mes livres, l'escape game, c'est un peu le principe il y a eu un crime et on se demande, mais comment c'est possible? Dans 1991, la scène le crime d'ouverture, encore une fois, Charcot arrive dans un truc qui est complètement verrouillé de l'extérieur, donc il rentre en forçant la porte, et puis il y a un mort à l'intérieur, donc en fait, on se dit, mais comment... Le type est mort, il est enfermé de l'intérieur, donc comment c'est possible? On sait qu'il s'est fait tuer, mais comment est sorti le... Donc ça, encore une fois, c'est quand je parlais tout à l'heure un peu de ressort, de comprendre comment ça fonctionne, ça fait partie des éléments qui vont allumer des envies de comprendre dans la tête du lecteur. Et il faut en allumer plein au début. On a envie de... Ah, mais tiens, là, qu'est-ce qui va se passer? Et il faut les refermer au fur et à mesure et en ouvrir d'autres. Et c'est comme ça qu'on arrive à amener un lecteur dans une lecture passionnante jusqu'au bout. On a des romans de 500 ou 600 pages et on les voit pas passer parce que il se passe toujours quelque chose. Mais justement, c'est très complexe à faire, de faire qu'il se passe toujours un événement et de relancer la machine à chaque fois. C'est pas une solution de facilité. Au contraire, il faut se creuser la tête à chaque chapitre pour trouver les bons éléments qui donnent envie de continuer à lire. Franck, comme je veux pas que vous ratiez votre train tout à l'heure pour rentrer dans votre famille, c'est ça. Je vais laisser encore une question. Du coup, quels sont vos auteurs préférés ou les auteurs qui vous ont inspiré pour écrire vos histoires? Oui, alors vraiment dans les opérations, je pense que le monde de l'adolescence, quand on lit quand on est adolescent, ça nous marque beaucoup. Donc moi j'avais lu Stephen King qui reste vraiment parmi mes références. En tout cas dans les univers, l'imaginaire, l'horreur, le suspense, on retrouve un peu de ces ambiances-là dans ce que j'appelle mes one-shots, c'est-à-dire les livres en dehors des Charcot & Bell, où j'aime bien créer des ambiances comme ça, assez effroyables, avec des livres qui flirtent un peu avec le fantastique, mais qui sont toujours réels, en fait. Il y a toujours une explication, contrairement à Stephen King, où il n'y en avait pas forcément. Et puis, après, j'aimais beaucoup les histoires à énigmes, d'enquête, des livres comme les Agatha Christie, Sherlock Holmes, où il y avait vraiment une mécanique de comprendre comment, à travers des indices, on peut aller jusqu'à un criminel. Donc ça, on retrouve plus cette mécanique-là dans les Charcot & Bell, mais avec une modernisation, évidemment, des histoires, avec une police d'aujourd'hui, avec des technologies d'aujourd'hui. Et puis, j'aime beaucoup mes confrères français, parce que je trouve qu'aujourd'hui, dans le polar français, il y a une vraie proposition, il y a une diversité incroyable, avec des histoires noires, des romans qui vont se passer dans les campagnes reculées. Je pense à Sandrine Colette, par exemple, qui est une bonne autrice. Des histoires, là, justement, où il y a des twists finaux très forts. Je pense à Michel Bussy, par exemple, que j'aime beaucoup. Des romans noirs. Voilà, donc on parlait de Bernard Minier. On se voit beaucoup avec Bernard Minier parce qu'en fait, on écrit des histoires très différentes, mais on a quand même des points communs dans nos univers. Nos flics aussi, qui sont lui, Servaz, moi, Charcot, voilà, qui ont chacun leur parcours, mais qui ont aussi des points communs. Donc voilà, je trouve qu'il y a eu les Américains, les Nordiques, et puis aujourd'hui, la France n'a pas à rougir, les auteurs français n'ont pas à rougir dans la scène du polar international, on va dire. Franck, je vous laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a un petit quelque chose que vous avez envie de dire aux lecteurs qui sont venus vous voir aujourd'hui et à ceux qui vont écouter le podcast après? Non, mais moi, je suis toujours vraiment ravi. D'ailleurs, c'est très enrichissant pour moi, toujours ces échanges, parce que déjà, j'aime beaucoup aller à la rencontre des gens qui lisent mes livres ou qui veulent découvrir. C'est toujours l'occasion. Puis vraiment, j'ai beaucoup appris toujours aussi des retours des lecteurs. Je les trouve très importants. Je trouve qu'il faut écouter, parce qu'un lecteur, lui, il vous dit vraiment ce qu'il ressent.
il vous connaît pas, il arrive, il dit bah voilà, vous allez écrire un livre, je l'ai lu et j'ai ressenti ça. Donc moi j'écoute ça et je me dis mais voilà, il avait raison et ça me permet de progresser, ça me permet de les lecteurs ont influencé aussi la trajectoire des Franck Charcot, Lucienne Bell. Donc voilà, je les remercie pour ça et puis pour ceux qui connaissent pas mes livres, voilà, il y en a beaucoup maintenant et je pense qu'il y a pas mal de livres qui peuvent coller à des univers qu'on aime les huis clos, qu'on aime les enquêtes, qu'on aime les romans suspense. On peut trouver un peu ces univers-là dans mes livres. Merci beaucoup, Franck. Je propose qu'on applaudisse pour ce petit moment. Merci, c'est un plaisir. Merci. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode spécial du podcast Les gens qui lisent sont plus heureux avec Franck Tillier. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain numéro. D'ici là, bonne lecture et aussi bonne série.